Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis enseignant-chercheur à ISAE Supmeca, qui est une école du groupe ISAE, c'est-à-dire Supaéro et d'autres écoles qui traitent un petit peu de la même problématique. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Quartz et je vais essayer de vous dépeindre la manière dont on conçoit actuellement les systèmes et ce qu'il faudrait faire pour mieux prendre en compte les problématiques que l'on va avoir, que l'on a dès maintenant dans le monde actuel avec le réchauffement climatique et autres. Voilà. Les systèmes qu'on a actuellement autour de nous, qui sont manufacturés, qui sont la création de l'homme, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus complexes. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, je vais plutôt l'expliciter un peu après. Globalement, vous avez de plus en plus de disciplines qui doivent interagir pour concevoir, réaliser, recycler tous ces dispositifs que l'on se crée autour de nous. On parlait tout à l'heure de moteurs. Voilà. On a plein de moyens de transport, on a des salles comme celle dans laquelle on est, des bâtiments qui sont devenus plus intelligents, soi-disant plus intelligents. Voilà. Donc tous ces systèmes-là font intervenir un grand nombre de personnes, des ingénieurs, des experts, des gens qui vont avoir la tâche de participer à la conception, de participer à la fabrication, de participer à la maintenance de ces systèmes, à leur destruction à la fin, à leur recyclage, et ainsi de suite. Alors, des exemples, on a des systèmes, vous avez probablement entendu parler de l'Internet des objets. Donc c'est l'Internet, mais au bout du fil, au bout du tuyau, vous avez des objets qui vont s'animer, qui vont faire des choses, qui vont capter. Donc c'est une certaine complexité qu'il faut gérer. On a au milieu de tout ça des humains. Il ne faut pas l'oublier, on a des humains. Vous mettez des humains dans un avion, vous mettez des pilotes qui sont des humains. Une centrale nucléaire, vous avez des humains qui la pilotent également. Dans un bâtiment, vous avez des humains qui habitent, qui vivent dans ce bâtiment. C'est quelque chose qu'on a eu tendance à beaucoup oublier. Et encore récemment, on l'a vu dans les années qui viennent de se passer. Vous avez certainement entendu parler d'un certain avion qui s'est crashé plusieurs fois et qui a créé un gros problème pour une société américaine, Boeing. Voilà. Donc, je reprendrai cet exemple-là plusieurs fois. Je n'ai pas mis de transparent parce que je ne veux pas être méchant avec ces sociétés, mais je le prendrai l'exemple. Et puis, il faut réfléchir un peu en termes de structuration. Donc, vous avez des gens qui ont réfléchi beaucoup sur la systémique, la notion de système et tout ce qui peut tourner autour. Ça remonte au structuralisme, ça va assez loin. Et les personnes qui travaillent actuellement dans des bureaux d'études, dans des usines qui fabriquent, qui conçoivent des systèmes, c'est-à-dire qui construisent, concevoir plus fabriquer, quelque part, et produire quelque part, c'est construire, et bien ces personnes-là ont à traiter ce genre de problème. Et on peut identifier qu'il y a actuellement 4 piliers, 4 gros piliers qui structurent la conception des systèmes. Alors, quels sont ces piliers? L'humain, d'abord. Il y a une dimension humaine, il y a un espace humain, on peut le dire comme on veut, mais l'humain est présent. Alors, l'humain est aux manettes pour la conception, il est aux manettes pour la fabrication, mais il est humain également présent pour utiliser les systèmes. Il y a une autre dimension, un autre pilier, c'est le pilier physique. La table, la chaise, le 3D, les champs électromagnétiques. Voilà. On a une dimension physique qui est très présente, dont on ne peut pas se soustraire pour nos systèmes, pour nous humains. Il y a une autre dimension qui est apparue assez récemment dans l'histoire de l'humanité, c'est la dimension informationnelle sous forme cyber. D'accord ? On est noyé dans un monde dans lequel on a de la physique, bien sûr, mais on a également maintenant cette problématique de l'information du cyber, du côté cybernétique et autres. Et puis, on a une dimension que je volontairement extrais de tout le reste, c'est la notion énergétique.
On a un pilier énergétique. Et en fait, actuellement, les concepteurs des systèmes que vous utilisez quand vous allez prendre le métro ce soir, quand vous allez ouvrir la porte de votre appartement et autres, les systèmes s'appuient sur ces 4 piliers-là actuellement. On pourra en rajouter d'autres, hein, mais la base, elle est là. Alors, on peut essayer de structurer. Vous allez voir tout à l'heure qu'on tourne vite au chaos, mais on va essayer quand même de structurer. Donc, moi, ce que je propose, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de postulats. Il y a des choses qui sont évidentes, d'accord, et il faut partir de ces évidences pour en déduire un postulat et dire, ben voilà, on le sait, les systèmes actuels, de toute façon, pour l'instant, se basaient sur ces 4 piliers, l'humain, la physique, le cyber, et puis l'énergétique. Ça, c'est le premier postulat. Ce postulat, il amène une hypothèse. Et cette hypothèse, elle est forte. Elle signifie que, vu ce qu'on vient de dire, ça va être difficile de concevoir le système. Ça va être difficile de le produire de manière correcte pour qu'il réponde bien à l'usage. Et donc, quelque part, en fait, notre système, il est critique. On appelle un système critique un système qui peut nuire à votre sûreté, à votre sécurité, à tout ça. Donc, c'est ce côté dangerosité sous-jacente. Voilà. Alors en fait, pourquoi? Parce que l'architecture de ces systèmes, elle est complexe. Si vous prenez un métro de la ligne 14, vous imaginez bien quand même qu'il y a une forte complexité, à la fois dans le contrôle, à la fois dans les objets en mouvement, même dans l'ossature du système. Et puis également, la complexité, elle vient dans le comportement du système. Ce comportement du système n'est pas simple du tout. Si je zoome un petit peu sur ces 4 espaces, donc j'ai un espace, alors je vais essayer ça, voilà, l'humain. Je me suis placé par défaut human-centric, je me suis centré sur l'humain pour bien montrer qu'on est environné d'éléments qui gèrent de l'énergie. Alors ici, on va stocker de l'énergie, on va essayer de la récupérer, on va essayer de la produire. On est dans un monde physique, donc on vit au milieu d'objets physiques, hein, avec des champs et autres, la pesanteur, on est dans la physique. On a des informations, qui n'a pas un portable sur lui là aujourd'hui, avec lequel il peut se connecter. On peut se poser la question d'où viennent ces données, la qualité de ces données et autres. Et puis l'humain qui, lui, va prendre des décisions, va faire des choix, va superviser, va monitorer, va rentrer dans le système. Voilà. Et ces 4 espaces dialoguent avec des capteurs qui vont mesurer une température, une fréquence, une vitesse, avec des actionneurs qui vont agir sur la matière, qui vont agir avec l'humain et autres. Voilà. On appelle ça de la mécatronique, c'est un petit peu la colonne vertébrale sur laquelle on s'appuie pour créer notre système. Alors, en fait, quand vous créez un système, quand vous allez le créer et le produire, finalement, vous partez pas de rien. Généralement, vous essayez de répondre à un besoin. Donc, on exprime un besoin. Il y a quelqu'un, à un moment donné, un groupe, qui exprime un besoin pour dire, voilà, moi je veux un système qui fait ça. Et quand il dit il fait ça, ça veut dire qu'il a une mission. Donc, je le fais exprès, j'essaye de structurer. Là, on a le besoin. Ce besoin, il s'exprime par une mission. Notre système, il va évoluer dans un certain contexte. Mais ce contexte, tout au long du cycle de vie du système, il va évoluer. C'est pour ça que la notion de cycle de vie d'un système est très importante. Au début, il n'y a rien. Puis après, il y a une idée sur un coin de table au restaurant qui a été dessinée sur la nappe. Et puis, progressivement, on arrive à se poser la question, mais cycle de vie, on le recyclera pas, comment fera-t-on, et ainsi de suite. Une grosse hypothèse derrière tout ça, c'est que de toute façon, le contexte, il est hyper dynamique. Alors, il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, c'était pas le cas. Mais maintenant, c'est clair. On est dans un monde où les contextes dans lesquels évoluent et sont utilisés nos systèmes est hyper dynamique. Le contexte change en permanence.
L'exemple le plus criant, c'est on nous parle de véhicules autonomes, très bien, mais regardez la rue. Prenez une rue dans Paris et regardez la dynamique qu'il y a avec une multitude d'acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes comportements, qui ne voient pas les choses de la même manière, qui ne réagiront pas de la même manière. Et on va mettre au milieu de ce contexte un objet qu'on appelle un véhicule autonome et qui peut avoir un comportement qui est néfaste. Hein, quand je parlais de safety critical tout à l'heure, système critique, on est en plein dedans. Hein. C'est un contexte qui est incertain et qui est évolutif. Alors, pour terminer sur mes hypothèses et mes postulats, d'une manière générale, quand vous donnez une mission à un système, vous avez une mission ou des missions, vous allez décomposer ça en fonctions. Le système, vous pouvez décomposer ça en fonctions au niveau de sa mission. Fermer les portes, ouvrir les portes, démarrer le métro, et ainsi de suite. Il y a plein de fonctions sous-jacentes à cette mission. Et ces fonctions, elles sont reliées entre elles, elles échangent des flux, ça structure le système. On est dans la structuration du système là. Et puis ces fonctions, on va les allouer à des composants. Il y a des composants qui vont réaliser les fonctions que l'on attend. Par exemple, si la fonction c'est de permettre l'entrée dans le métro et la sortie du métro, globalement, il va y avoir des portes quelque part. Il va y avoir un composant porte qui va réaliser la fonction je ferme, j'ouvre pour pouvoir donner l'accès ou fermer ou arrêter l'accès. Et le problème que l'on a, c'est que avec ces composants qui réalisent des fonctions, on a un comportement émergent global. Alors ça marche bien, généralement les gens connaissent bien leur travail, on arrive à faire des choses qui marchent pas mal. Vous prenez votre métro, vous savez que vous n'avez pas trop de risques à le prendre. Le problème, c'est que on peut avoir du comportement inattendu et du comportement que l'on ne souhaite pas. D'accord ? Les personnes qui étaient aux manettes de la centrale de Tchernobyl quand il y a eu le problème, ils s'attendaient pas à avoir un tel comportement de leur système. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi un système va avoir un comportement émergent que l'on ne souhaite pas. C'est des problèmes d'interfaçage, des problèmes d'interférence, des problèmes de composants qui lâchent, et ainsi de suite. Alors finalement, moi j'ai essayé de structurer les choses, et puis maintenant on va prendre la casquette du concepteur. On va se dire, voilà, le concepteur il se retrouve face à quoi ? Il se retrouve face à ce qu'on lui a dit. On lui a dit, voilà la mission à assurer, voilà les fonctions, voilà le contexte, on essaye de penser à un peu tout, il y a des normes à respecter, des normes européennes, des textes de loi, bon voilà. Et puis on se retrouve face à ça. On est face à deux réseaux, deux nets. On connaît Internet, là il y a deux réseaux. Le concepteur il est face à un réseau d'éléments qui sont interconnectés, entrelacés, qui sont quoi ? Des exigences, des contraintes. On parle souvent de cahier des charges. Dans le cahier des charges, on trouve les contraintes, les exigences qui vont permettre de concevoir le système, de cadrer, de poser le problème. Et puis, vous avez des composants, vous avez des fonctions. Votre système a des états, d'accord ? Il peut passer d'un état à l'autre via un signal, par exemple, qui apparaît qu'on appelle une transition. Donc, on a des éléments de ce genre-là. Il a des phases de son cycle de vie. Avec l'informatique, à notre époque, on est capable de modéliser pas mal de choses. Donc, on va avoir des modèles. Et puis, quand on n'est pas sûr, lorsqu'on fait tourner nos modèles, que les simulations révèlent bien le comportement que l'on a sur notre système, on va faire des essais. Donc on va avoir des données d'essais. On va faire des essais, on va récupérer des données, on va les analyser. Donc je me retrouve concepteur avec un grand nombre d'objets qui peut submerger les équipes qui vont concevoir un système. Un grand nombre d'objets. Ces objets, ça va de le composant vis au composant porte,
au composant capteur qui est à l'avant de l'avion, au modèle qui a permis de fabriquer, de faire le robot qui a permis de fabriquer la porte, et ainsi de suite. Je me retrouve avec un grand nombre d'éléments, mais c'est incommensurable quasiment. Faut quand même voir ça comme ça. C'est une très très grande complexité. Pour pallier, pour essayer de traiter cette complexité, ce que l'on fait, c'est ce que j'ai dit avant. On essaye de se poser des questions. Quelles sont les fonctions, les composants, comment c'est articulé? On ne peut pas penser à tout. C'est pour ça qu'il y a des ingénieurs qui conçoivent, et puis vous avez des experts, par exemple en sûreté de fonctionnement, qui vont analyser ce que les ingénieurs conçoivent. Et généralement, de plus en plus, ils essayent de travailler ensemble. Donc on a ce réseau-là, avec du 3D, avec des modèles, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, on a un autre réseau qui n'a rien à voir avec ça, a priori. C'est l'ensemble des acteurs qui vont concevoir et des activités de ces acteurs qui vont concevoir. Alors ils vont faire quoi? En fait, ils vont réaliser des tâches qui sont forcément collaboratives. Pourquoi collaboratives? Parce que je l'ai montré, je l'ai dit tout à l'heure, on a des systèmes qui sont à la fois dans le monde physique, avec du 3D, des pièces en mouvement, des choses comme ça. Vous avez de l'énergie, donc il faut des gens qui maîtrisent un peu les énergies électriques, éoliennes et autres. Vous avez le côté humain qui apparaît également, donc il va falloir prendre en compte l'humain avec son comportement dans les tâches de conception. Et puis vous avez le côté, alors je sais plus où j'en suis, oui voilà, cyber et informationnel, où là on se retrouve avec des données que l'on émet, que l'on reçoit, que l'on doit traiter, que l'on sous-traite à distance. Bon, voilà. Donc il y a des tâches du type, on va modéliser la physique, voilà, électromagnétisme, thermique, on va modéliser les domaines. Il y a le mécanicien qui va faire ces modèles. Vous avez le concepteur, l'informaticien qui va faire également ces modèles. On va faire des maths. On a besoin de maths. On a des maths à tous les virages ici. On va faire de l'intelligence artificielle. Quand on n'arrive pas trop à mettre en place des modèles mathématiques, en fait, on essaie de se baser sur de l'expérimental que l'on essaye de traiter via l'IA. Donc, bien sûr, il va y avoir de la simulation. Derrière tout ça, il y a des outils, d'accord, qui permettent de modéliser, qui permettent de traiter les problèmes. Il y a des langages. Il faut maîtriser les langages, il faut maîtriser les outils. Et puis, comme c'est compliqué, finalement, on va se baser souvent sur ce qu'on appelle des méthodologies, mais qui relèvent le plus souvent de la procédure. D'accord ? Vous voulez concevoir un train d'atterrissage d'avion, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a des normes qui vous indiquent comment faire la conception d'un train d'atterrissage d'avion. Vous n'êtes pas libre de le faire comme vous le voulez. Okay ? Il faut bien le savoir. Les concepteurs ne sont pas complètement libres, surtout par exemple dans un domaine comme le ferroviaire, l'aéronautique, même l'automobile, le médical. Je prendrai un exemple médical tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec cette problématique finalement, on va être obligé de se restreindre dans l'espace de solution parce que, comme on ne maîtrise pas tout et qu'il faut collaborer et que la collaboration n'est pas toujours facile, surtout quand vous avez des équipes qui sont réparties tout autour de la Terre et qui travaillent en 3-8, en décalé, qui se partagent des modèles, qui se partagent des choix, ça devient vite compliqué. Donc, il faut arriver à faire communiquer ces deux mondes, c'est-à-dire intelligemment faire en sorte que les tâches qui vont être exercées par les concepteurs, les fabricants, les personnes qui font la maintenance, les personnes qui vont recycler les systèmes, arrivent à bien manipuler tous les objets que vous avez ici. Et actuellement, ce qu'on trouve sur le marché pour la conception, ce sont des outils informatiques qui sont très performants, très puissants, mais qui sont quand même dédiés à des domaines, comme je mets là-haut, à des physiques, à des métiers, à des expertises. Il n'y a pas d'outil qui fait tout. Donc, dans notre laboratoire, on travaille actuellement sur comment faire pour qu'il
il y ait une bonne passerelle entre d'un côté les tâches que l'on va allouer au concepteur et puis tous les objets qui vont manipuler et qui doivent rester cohérents. Alors que vous avez plusieurs utilisateurs plusieurs concepteurs qui vont traiter le même objet, par exemple. Donc, on n'a pas de solution idéale à l'heure actuelle. Ça se saurait. Donc, j'ai pris un exemple tout à l'heure, un 737 MAX qui a un problème. Pourquoi a-t-il un problème? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une lacune de collaboration. Il y a eu des gens qui n'ont pas pris en compte ou qui n'ont pas reçu certaines informations. D'accord? Donc, vous avez un capteur, quelque part, qui est monté sur un avion. Le capteur, c'est de la mécatronique. Et il fait le lien entre un espace physique, l'air qui est à l'extérieur, l'avion et autres. Il va mesurer quelque chose et à partir de cette mesure, on va prendre le système informationnel va prendre des décisions. Et il prend ces décisions parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place et qui manifestement avait un problème. Et qui prend des décisions pour que on envoie de l'énergie à un actionneur qui va faire bouger un aileron sur l'avion. Ok ? Le problème, c'est que dans tout ce que je viens de dire là, je n'ai absolument pas mentionné l'humain. Quand vous concevez un système de cette taille avec une telle problématique de sûreté de fonctionnement, vous avez quand même des passagers dans l'avion, il faut mettre l'humain au centre du système quand vous le concevez. C'est l'humain en tant que passager, l'humain aimerait bien arriver à destination, mais c'est également l'humain en tant que pilote. Donc, quand vous prenez un avion, quand vous concevez un avion, maintenant il faut le savoir, il faut le prendre comme ça, il faut bien inclure l'humain comme étant le pilote, les personnels qui font marcher les systèmes comme étant faisant partie du système. Et ça, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Je vous le dis tout de suite, on n'en est pas encore là. Ça commence à venir, mais c'est pas une généralité. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on a des méthodologies, on a des procédures en fait pour concevoir, méthodologie, on va dire, pour être plus gentil, finalement, pour un système, par exemple, qui est critique, on va avoir des analyses et des synthèses. On analyse, on fait des synthèses à partir d'études, on manipule tous les objets dont j'ai parlé, et on va avoir... Alors on a ce qu'on appelle une analyse en boîte noire. En boîte noire, on essaie de poser, de poser le problème. Voilà. Et puis on a une analyse en boîte blanche qui, elle, va nous donner des exemples d'architecture, les composants, les fonctions et autres. Et en fait, on s'aperçoit qu'en parallèle de ça, on est obligé d'avoir des analyses sûreté de fonctionnement et de la collaboration en permanence entre les gens. Et ça, il faut arriver à faire en sorte que ce soit relativement systématique tout en laissant suffisamment de liberté aux concepteurs. Et puis, bien entendu, comme on est très lié à tout ce qui est physique et énergétique, on a bien entendu besoin de faire ce qu'on appelle de la multiphysique dans mon domaine. C'est de la physique, quoi, tout bêtement. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, voilà, pour conclure un peu, parce que je n'ai pas de... Le problème que j'ai posé là, et on est nombreux à pas avoir de solution idéale pour l'instant. Il y a plein d'écrits, il y a plein de recherches qui se font là-dessus, sur la complexité des systèmes et le fait que l'activité de conception, l'activité de mise en œuvre d'un système, de sa production, est très complexe et qu'on n'arrive pas encore à bien tout gérer. La preuve, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, si vous prenez un exemple dans le domaine médical, par exemple, une pompe à insuline, ou ce qu'on appelle aussi pancréas artificiel. Dans ce cas-là, en fait, vous avez un processus biologique qui est défectueux. Et on va plugger sur ce processus défectueux, on va plugger dessus un processus correctif qui est technique. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a, à ce moment-là, on a un capteur de glucose, d'accord. On a une petite pompe à insuline, et puis, en fait, on va avoir un petit injecteur. Le mot contrôle algorithme n'est pas au bon endroit. On va avoir ici un petit injecteur qui va injecter à intervalle de temps
régulier et suivant le métabolisme de la personne, il va injecter l'insuline qu'il est nécessaire. Voilà. C'est un système qui est en plein développement, qui est courant, qui se miniaturise, qui devient de plus en plus intelligent et qui apporte un confort de vie inégalé aux personnes qui ont un problème de diabète. Donc, si on prend l'architecture, donc je vous passe toutes les études qu'on peut faire avant d'arriver à ce schéma-là, qui n'est pas grand-chose finalement, on s'aperçoit qu'ici, on a quoi? On a un contrôleur qui fait, c'est de l'électronique, qui va faire des calculs en fonction d'un certain algorithme. Et puis, on a un capteur qui va nous donner des informations, un capteur de glucose. L'utilisateur possède un petit clavier, enfin un petit touchscreen qui permet de donner quelques fonctions. Ce dispositif peut dialoguer avec un portable, par exemple, avec votre téléphone. Et puis, on a de l'énergie qui est stockée dans des batteries. On va avoir une électronique de puissance qui va, elle, à partir des ordres qui auront été calculés en fonction des informations reçues, qui va mettre en route une petite pompe au moment opportun. Et cette petite pompe va chercher l'insuline dans une petite cartouche et va l'envoyer dans une cannula et va l'injecter sans que la personne s'en aperçoive et corriger son taux de glycémie. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire à partir de ça et à partir de tout ce que j'ai dit avant, c'est donner des informations, des indications, des best practices, de bonnes pratiques aux concepteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde dans lequel on vit fait face à des problématiques. Il y a des problématiques d'énergie, il y a des problèmes de ressources dans certaines matières. Et les 4 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ils sont bien présents. Et dans l'un, j'ai l'énergie. Dans l'autre, j'ai les matériaux qui peuvent être rares, qui peuvent être difficiles à recycler ou plutôt faciles à recycler, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec, ici, dans ce tableau-là, différentes phases de l'analyse du système. Et puis ici, les contraintes que j'ai données tout à l'heure, comment on appelle ça? J'ai mis des hypothèses et des postulats qui sont ici. Et en fait, à l'intersection, dans ce tableau-là, on peut proposer aux concepteurs, donc ça veut dire qu'il y a des personnes, des concepteurs qui vont devoir donner des informations complémentaires qui doivent être prises en compte par les ingénieurs, de manière à prendre en compte le fait qu'on veut pouvoir recycler, que si possible, on aimerait bien récupérer de l'énergie sur le système. Rendez-vous compte quand même que si vous avez une petite pompe à insuline sur vous, elle est tout le temps en mouvement. Elle est tout le temps en mouvement. Et comme une montre, par exemple, sans pile, on pourrait récupérer l'énergie et ne même plus avoir besoin d'une pile. Voilà. Donc on peut aller loin comme ça. Dans la conception du système, on peut aussi se poser la question de savoir comment on fait pour protéger un système comme ça contre des intrusions malveillantes. À partir du moment où vous avez un système qui est connecté, potentiellement, il peut y avoir intrusion. Donc, il faut protéger. Donc, tout ça, ce sont des études qu'il faut faire. C'est ce côté cyber qui est à la fois génial à certains moments, et peut poser problème à d'autres moments. L'énergie est un vrai problème également, la matière aussi, et ce que j'ai dit tout à l'heure également, l'humain. Si vous oubliez l'humain dans un système comme ça, c'est mort, hein. L'humain, il est présent à la fois sous forme de l'utilisateur, mais également du médecin qui lui a donné un schéma pour traiter son insuline, son diabète. De la même manière, sur une centrale nucléaire, c'est plus gros qu'une pompe à insuline ou un avion. Eh bien, l'humain, il faut le prendre en compte. L'humain en tant que pilote du système, en tant qu'utilisateur du système, c'est impératif d'en tenir compte. Voilà. Alors j'ai fini, si vous avez des questions. Merci pour votre conférence. Il se peut que moi je suis cybernéticien. Bravo. Et au départ, c'est la science des Grecs, kybernetics. Ouais. Ensuite, les latins,
quand ils n'avaient pas les lettres K dans leur langue, ils ont remplacé le K par Kubernetes. Et puis, si on revient, on ne sait pas à quel moment on est passé de K, de J à C. Le vrai problème, c'est que si on restait en avant, le mot Kubernetes comprend l'espace physique. C'est-à-dire pas l'espace géographique. Et justement, dans l'espace géographique, il y a des catastrophes, il y a des inondations, tandis que dans les avions, c'est ce que nous avons le système plus réduit. Alors ma question, je pense que nous pouvons ajouter la 5e dimension, ça ne sert à rien, qui est l'espace physique, dans lequel le système doit fonctionner. Alors, merci pour la réflexion et la question. En fait, moi je n'aime pas le mot cyber à cet endroit-là. Pour moi, c'est plutôt informationnel. Voilà, les données, l'information. Il se trouve que on traite beaucoup ce qu'on appelle actuellement des systèmes cyberphysiques. Bon, voilà, c'est un peu dévoyé. Alors, 5e dimension, ce que vous ce que vous avez appelé ce 5e pilier, en fait, pour moi, il est dans le physique. C'est le physique. Le physique, c'est tout ce qui est matériel, 3D, c'était ça. Hein, le ground, ouais, complètement. Tout ça, c'est le physique. C'est tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui n'est pas données informationnelles et autres, tout ce qui n'est pas énergétique. Voilà, c'est le physique dans lequel on navigue en permanence. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, je vais essayer de résumer votre intervention sur comment construire les systèmes complexes en réponse aux défis planétaires. Donc, on va pouvoir citer quelques systèmes complexes qu'on connaît. Donc, il y a notamment les métros, les avions, les appareils médicaux, les centrales nucléaires ou même le bâtiment. Et dans un système complexe, donc, vous l'avez dit, l'humain est au centre du système parce que nous concevons, nous fabriquons, nous utilisons et même nous traitons en fin de vie tous ces systèmes. Mais autour de nous, il y a tout ce qui est d'abord physique. Donc, on a un environnement physique, donc tout ce qui est matériel, mais on a aussi tout ce qui est champ à prendre en considération. On a aussi l'informatique aujourd'hui qui est présent dans, on peut dire, quasiment tous les systèmes. Et on a la dimension énergétique. Donc, il est sûr que c'est compliqué à concevoir un système, notamment les systèmes qui sont de plus en plus complexes. Et pour cela, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs étapes que vous avez citées. D'abord, il nous faut exprimer notre besoin. Donc, c'est quoi la mission de ce système? C'est quoi le but final? Ensuite, à travers cette mission, on va pouvoir définir aussi plusieurs fonctions. Donc, vous avez donné l'exemple du métro. Donc, ça transporte à la fois des humains, mais aussi on a besoin d'entrer et de sortir. Donc, à travers ces différentes fonctions, on va aussi avoir différents composants. Et donc, un système complexe est fait de beaucoup de composants. Et ensuite, on a donc le contexte. Et aujourd'hui, le contexte, il évolue. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, quand on va concevoir un système, faut aussi penser au contexte qui va certainement évoluer dans le futur. Ensuite, on a parlé des deux réseaux. Donc, on a d'une part les concepteurs et d'autre part, on a donc tout ce qu'on a défini pour ce système. Les exigences, les contraintes, on a tous les composants qu'on doit concevoir, les tests qu'on doit mener, les modèles, ainsi de suite. Et voilà, en face, on a les concepteurs qui, eux, ils possèdent les outils pour faire la conception. Quand on parle d'outils, on parle d'outils de simulation, donc des simulations multiphysiques, notamment en termes d'énergétique. Il faut aussi prendre en compte l'humain, donc que va être le comportement humain face à ce système. Et ce qui est un gros enjeu du coup dans cette conception, c'est, vous l'avez dit, l'interaction. Donc l'interaction surtout entre les domaines. Donc on a à la fois passé l'information, mais aussi on a à la fois passé l'information sous la forme correcte, sachant qu'on a plusieurs outils
qui vont fonctionner, donc des outils qui sont peut-être pas tout à fait liés, donc il faut pouvoir traduire, on va dire, l'information de manière standard. Donc vous avez insisté sur cette question de collaboration. Vous avez cité des exemples, notamment l'exemple d'un avion où le problème c'était notamment le souci de communication entre le capteur, si j'ai bien compris, et pour actionner le levier de sécurité. Ensuite, vous avez donné l'exemple de la pompe à insuline, donc pour nous expliquer à quel point ce petit objet que certaines personnes doivent porter sur eux, à quel point c'est un système en soi très complexe. Donc on a à la fois le capteur, la pompe, l'injecteur, et entre chaque élément, il y a aussi une passation d'informations qui reste très très important. Sinon, j'aimerais bien citer 2 autres conférences auxquelles j'ai assisté, j'ai fait la synthèse. Donc il y avait Yann Parot qui parlait de la conception des instruments martiens. Donc encore une fois, un instrument complexe, et il a un peu parlé de tout ce système très très complexe, encore une fois, qu'il y a derrière. Et il y a aussi eu l'intervention de Jean-Luc Pérez qui lui a parlé de l'architecture et encore une fois du système complexe qu'il y a derrière.